Voilà, dimanche, c'est politique se poursuit donc après ce duel bien intéressant entre Avlessi Mathieu et Liamidi. Voilà, nous nous retrouvons pour la suite. C'est bel et bien l'hebdo des éditorialistes. Voilà, nous sommes déjà avec nos éditorialistes, bien sûr, sur ce plateau. Je commence par le directeur de publication du quotidien Le Grand Matin, M. Léo Ganaro. Bonjour. Bonjour, cher confrère Théodule, et bonjour à tous. Merci d'être là ce matin, Léo Ganaro. Oui, et puis à la suite de vous, nous avons Gabin Goubilly, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Gabin, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour à tout le plateau. Merci d'être là ce matin. Et puis Grégoire Dansou, directeur de publication du quotidien Le Grand Quotidien. Merci d'être là, monsieur Dansou. Merci beaucoup. Bonjour, chers confrères. Soyez les bienvenus. Très bien. Alors, le principe reste le même. Eh bien, ce sont nos éditorialistes qui choisissent l'actualité qui les aurait marquées au cours de la semaine, bien sûr. N'oubliez pas, vous avez la possibilité également de participer à tout ce qui se passe ici en composant le 50. Bien sûr, on envoie de messages, rien que de messages SMS sur le 54 10 18 19. Voilà, et puis nous allons donc écouter les nôtres. D'abord, on commence par vous, on commence par le doyen, par qui? Non, il y a pas de... Oui, allez-y. Bon, je vais me mettre à la tâche. Dans la semaine, il y a plusieurs sujets évidemment qui ont meublé l'actualité. Et au nombre de celles-ci, j'aurais bien aimé qu'on parle un peu de ce lancement-là qui a été effectué jeudi dernier à Calavi, le lancement de la construction de la cité administrative qui était prévue dans le PAG, mais dans le PAG 2016-2021 qui vient d'être lancé par le ministre du cadre de vie avec l'opérateur chinois à charge de l'exécution des travaux. Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet, Gabin? Je l'ai choisi parce que beaucoup pourront dire qu'il y a beaucoup de prévisions qui ont été faites dans le programme d'action du gouvernement et qui n'ont pas été exécutées. Là, le gouvernement vient de donner une réponse à cela. L'autre chose, c'est l'ambition, c'est-à-dire qu'il faut réduire le coût lié aux locations des bâtiments administratifs pour le compte donc de certains ministères, de certains services publics. Ça va réduire considérablement le coût et ça va permettre de réaliser une économie d'échelle et permettre également aux usagers de se pouvoir rendre des services en un temps record parce que plusieurs administrations sont consignées ou sont confinées dans un même bâtiment. Ça permettra de réduire considérablement les coûts liés aux tracasseries et autres. Oui, Grégoire Dansou, une cité administrative au Bénin, c'est quand même une première innovation qu'on est en train, c'est à cela qu'on est en train d'assister. C'est la preuve que nous sommes en train d'évoluer. Le Bénin évolue. Nous avons vu les maquettes, c'est déjà très joli, et c'est séduisant, et ça donne l'eau à la bouche, comme on le dit, et on espère vivement que le projet sera concrétisé. Et pour le bonheur des Béninois, c'est pour nous, c'est notre pays qui grandit, qui donne une autre image au-delà de ce que nous voyons ailleurs. Aujourd'hui, nous pouvons constater ça chez nous, si ça se réalisait, et que c'est la prémisse déjà que le Bénin... Y a-t-il des doutes? Il y a plus de doutes quant à sa réalisation? Bon, prions. Oui, Eloge Ganaro. Oui, je m'inscris dans la même logique que mes confrères pour dire que, comme Gabin l'a souligné tout à l'heure, c'est la preuve que nos autorités ont de l'ambition et que le président de la République a de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition et croire et se mettre à la tâche. De grandes ambitions, n'est-ce pas? Pour ce pays, nous voulons être une nation moderne. D'accord? Pendant des décennies, nous avons traîné les pas alors que nous avons les ressources qu'il faut. Voyez-vous, nous avons les ressources qu'il faut parce que avoir l'ambition, mais mobiliser les ressources qu'il faut. À l'étape où nous sommes aujourd'hui, c'est clair qu'un travail a été fait et que les moyens sont là pour lancer ce grand projet-là. D'accord? Concrétiser ce qu'on a comme projet. Parce que par le passé, on nous a fait miroiter beaucoup de choses. D'accord? Je ne veux jeter de la pierre à personne. Mais si on a continué par parler d'éléphant blanc, ça suppose qu'il y a eu des projets, il y a eu des choses qui ont été lancées par-ci, par-là, mais qui n'ont pas été concrétisées. Et là, c'est grave. Voyez-vous, ça, une cité administrative, ce n'est pas seulement pour la beauté
mais c'est pour créer un cadre confortable de travail. Hein? Lorsque vous avez les ressources humaines, lorsque vous avez les compétences qu'il faut mettre à leur disposition les moyens qu'il faut pour espérer un résultat. Vous voyez les conditions dans lesquelles les travailleurs, les fonctionnaires ont évolué jusque-là. Alors qu'il suffit que nos autorités réfléchissent, n'est-ce pas, et fassent l'effort pour mobiliser ces moyens-là. On pouvait créer des cadres adéquats de travail. Et lorsque ces travailleurs-là, vous les mettez dans les conditions qu'il faut, vous avez l'obligation d'exiger les résultats qu'il faut pour faire avancer le pays. Alors, oui, Gabin, c'est clair que le Bénin gagnerait beaucoup à concentrer les services à un même endroit comme Calavi, qui aujourd'hui, les voies de 17 existent. Donc, il y a beaucoup à gagner sur plusieurs plans, économiques, sociaux, etc. Absolument. Et je pense qu'il faut saluer le pragmatisme dont fait pour le gouvernement. Le grand rôle a souligné tantôt. Je ne sais pas si depuis 2016, on a pu dénombrer des réformes là au Bénin. C'est la preuve que nous avons affaire à des hommes responsables au sommet de l'État. Nous avons affaire à des dirigeants assez responsables qui savent là où ils vont. Donc aujourd'hui, si le financement d'un projet n'est pas bouclé, on ne va pas jusqu'au lancement. Et c'est cette pédagogie-là, c'est ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui. Si le gouvernement n'est pas sûr, on ne va pas. Donc là, le financement est pratiquement bouclé et parler même que dire même que le projet ne sera pas réalisé, c'est impossible. C'est même impensable depuis que le chef d'État est là. Donc ils savent. Je crois qu'on se semble un peu sceptique parce qu'il veut voir avant de croire. Non, c'est son droit. Pas vraiment, d'accord. Non, mais c'est son droit le plus absolu. Oui. Mais je ne sais pas si on a pu dénombrer quand même des chantiers inachevés, des pierres posées qui sont restées, enfin, qu'on n'a pas pu évoluer dans. Il n'y en a pas depuis que Patrice Talon est là quand même. Et c'est cela qu'il faut saluer. Et saluer également l'ambition de rationaliser les dépenses de l'État. Vous savez, les baux qui sont consentis pour abriter des services publics, pour abriter des directions départementales, pour abriter même des offices de l'État, tout ça, mais ça revient exagérément onéreux. Donc c'est cher, c'est des charges qu'on crée pour l'État. Et aujourd'hui, il faut saluer cette ambition-là, de réaliser des économies, de concentrer des services dans une même administration. Vous imaginez que plusieurs ministères, par exemple, partagent un même bâtiment, comme on l'a fait pour les tours administratifs. Ça permet à l'usager, en un temps record, de pouvoir solliciter les services de l'État, de pouvoir solliciter les services au niveau des administrations publiques et de voir ces dossiers diligemment traités. Donc c'est cela. Et puis, il faut aussi saluer cette vision-là qui a voulu que ce soit Calavi et qui abrite ce projet-là. Ça a été lancé. C'est fait à dessein, c'est ça? Calavi sera bientôt une commune à statut particulier. Et pour qu'une commune ait ce statut-là, il faudrait quand même que certaines infrastructures soient là. Donc il faut désengager aujourd'hui Cotonou. Vous êtes d'accord que tout est concentré à Cotonou? Ça ne facilite pas forcément la tâche pour tout le monde, même si le gouvernement fait beaucoup d'efforts aujourd'hui avec la dématérialisation des services publics, la digitalisation qui est en train de prendre une certaine ampleur, où on peut solliciter même des services publics en ligne. C'est déjà des efforts qui sont faits à ce niveau-là, mais en plus de décongestionner un peu Cotonou, de répartir des administrations dans certaines localités du pays, je pense que ça ne fera que faciliter la tâche aux citoyens, et cela participe également du social. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous déplacez, vous exposez vos maigres sommes, vous allez dans une administration, il faut que vous graissez la patte à telle personne, quand bien même il est payé pour le travail qu'il est en train de faire. Donc ça, c'est des dépenses qui alourdissent un peu le poids de ce qu'on appelle morosité économique aujourd'hui. Donc si on arrive à réaliser cette ambition-là, je pense que c'est beaucoup mieux. Déjà que les voies sont construites aujourd'hui, Calavi n'est plus, à l'instar de beaucoup de zones qui ont été impactées par le projet Al-Fatah, des zones où l'accès est difficile. Donc le gouvernement a pris par là. Donc je pense qu'il faut saluer cette pédagogie-là. Et comme on le dit souvent, nous sommes sur la bonne voie. Très bien. Oui, Gawa Dansou. Nous sommes effectivement sur la bonne voie par rapport à Calavi. Mais je pense que le gouvernement rêvait, pour quelqu'un qui veut travailler, il doit rêver grand. Il rêvait même au-delà de ses moyens. Peut-être c'est ce qui est arrivé et que ce projet ne soit pas concrétisé dans le premier PAG, que c'est maintenant que ce soit lancé. Je pense que c'est très bien. Et comme je l'ai dit au départ, le Bénin est en train d'évoluer. Et l'autre chose qui doit accompagner, c'est surtout les routes. C'est vrai qu'il y a le programme d'Al-Fatah et qui a donné à Calavi beaucoup d'issues, d'accès. Et puis, on peut facilement circuler dans Calavi aujourd'hui. Vous arrivez à des coins donnés, ça vous étonne même. Vous perdez même. Et ça fait, lorsqu'il y a des voies, des coins, j'ai dit loin, se rapprochent naturellement
Donc vous parcourez en quelques minutes de grandes distances. C'est là l'avantage des routes qu'on est en train de réaliser. Il y a aussi, il faut penser au pont de Ouédonou. Là, il y a toujours problème. Hein? Il va falloir qu'on essaie de trouver beaucoup d'autres voies et qui permettent de relier Cotonou et Calavi. Sinon, avec cette nouvelle cité, il y aura plus d'influence vers Calavi. C'est vrai que Calavi est déjà une zone où beaucoup de personnes résident. Oui, une cité dortoir. Voilà, dortoir déjà. Je pense que c'est là que nous sommes en train d'aller. Il faut vraiment saluer l'effort qui est fait, sinon les efforts qui sont en train d'être menés. Déjà, on voit une logique dans tout ce qui se fait comme réforme. Et la lutte contre la mafia foncière déjà est déjà prémisse à ce que se voit, parce que le chef de l'État a dit un jour qu'il a voulu que Godomé abrite, par exemple, un grand marché, et on a cherché des terrains, on n'a pas vu. Et parce qu'on a découpé les terres et puis on les a vendues pour manger omelette avec ça. Et puis finalement, on n'a pas de domaine pour faire des grandes réalisations de l'État. Je pense que c'est ça la base. Et finalement, quand on va décider d'envoyer des projets d'envergure dans les zones, on puisse avoir des terrains pour ériger cette zone, comme ce qui s'est passé à Calavi. On a eu au moins des terrains pour que ce ne soit pas que l'État a besoin de terre et qu'on rachète encore chez des populations et que le dédommagement, ce qui revient à beaucoup de frais. Je pense que c'est dans cette logique que j'ai. Très bien. Alors, nous allons rester avec vous, Monsieur Griwa Dansou, pour aborder votre sujet. Vous avez voulu qu'on parle de la levée de l'embargo sur l'exportation des produits vivriers. Je pense que c'est un soulagement pour les populations, surtout les populations paysannes. Vous savez, il y a des gens, leur économie ne repose que sur ça. Et quand ils produisent des cultures vivrières, il faut que ces produits soient exportés, d'envoyer ça vers l'extérieur, vendre pour avoir l'argent ensemble, comme on a l'habitude de le dire chez nous, et ce qui leur permet de faire des réalisations. En temps, pour des raisons, je ne sais pas s'il faut appeler ça conservatoire, le gouvernement a décidé de la suspension. Sinon, le gouvernement a interdit l'exportation de ces produits. Ça a soulevé des mécontentements d'une manière ou d'une autre, parce que c'est du plein droit que celui qui a ses produits à la maison puisse l'exporter vers le Nigeria, puisqu'on a suppris, on a arrêté des camions de vivres qui allaient de produits, des gens qui allaient dans les marchés pour vendre leurs produits, on les a arrêtés. Ça a soulevé des mécontentements d'une manière ou d'une autre. Bon, maintenant, je pense que c'est un ouf pour toute la population, notamment ces paysans, ou les marchands, ceux qui sont concernés surtout par cette mesure. Très bien. Oui, Eloge Gandaro, votre avis sur la question. Est-ce que ce ne sont pas ceux qui, je dirais, les commerçants qui vont beaucoup plus en bénéficier plutôt que les producteurs eux-mêmes? Non, c'est tout le monde en général, même les consommateurs. Même les consommateurs, parce que vous savez, ce qui vient de se passer avec cette décision du gouvernement, c'est la preuve que ce n'est pas fait pour créer des problèmes aux producteurs, aux commerçants. Non, pas du tout. Voyez-vous, on est parti d'un contexte. C'était réel. Vous avez vu la manière dont les prix ont grimpé sur le marché, formidablement. Les produits étaient excessivement chers. Alors pour nous qui produisons ici, et nous n'avons pas la possibilité, tout d'abord les produits ont commencé par être rares, puisqu'on a parlé d'exportation incontrôlée. Ça veut dire que les produits sortaient n'importe comment et allaient n'importe où. Ça ne nous arrange pas. Nous produisons beaucoup ici. Il faut normalement, en principe, satisfaire les consommateurs béninois avant de penser à l'étranger. Nous sommes d'accord que les producteurs, bon, écoutez, ils travaillent pour également vivre de ça, pour que leur activité soit rentable. C'est normal. Donc, la décision que vient prendre le gouvernement est la preuve que ce n'est pas interdit pour interdire. Il y a une situation donnée qui a amené le gouvernement, n'est-ce pas, à prendre cette décision-là. Mais dès qu'il y a eu un changement, les données ont changé, voyez-vous, le gouvernement s'est dit que non, il faut leur permettre quand même de reprendre l'exploitation, mais dans des normes données. Voyez-vous, parce que deux raisons expliquent ça. Selon le porte-parole du gouvernement, il y a d'abord la disponibilité des produits. Désormais, maintenant, les produits sont disponibles. Contrairement à il y a quelques mois où c'est devenu rare, c'est tout un problème, on ne voyait plus les produits. Et la maîtrise des coûts des produits. Parce qu'avec les nouvelles récoltes, on a constaté que les produits sont disponibles sur le marché. Il y a eu augmentation, on peut en trouver et acheter. Il y a cette donnée-là d'abord. Et puis, secondo, le fait que les prix sont maîtrisés. Contrairement à quelques mois où vraiment tout est cher. Voyez-vous? Donc, c'est ce qui a fait que cette décision a été prise. Et je crois que ça doit soulager, comme
M. Dansou l'a dit, les producteurs, et leur montrer que s'ils continuent de travailler, n'est-ce pas, dans la logique où nous produisons beaucoup, quand nous produisons beaucoup, parce que c'est ça aussi, il faut qu'on produise beaucoup. C'est cela. On produit beaucoup, n'est-ce pas, pour alimenter le marché local et ensuite, n'est-ce pas, exporter. Et le pays doit forcément gagner quelque chose. Très bien, Roubi Gabin. Oui, je pense que les confrères ont déjà dit l'essentiel. Et les producteurs doivent quand même comprendre que la logique du gouvernement n'est pas forcément de leur faire mal ou de leur faire perdre un peu des bénéfices ou des revenus. Le gouvernement, dans une logique de prospérité partagée, je vais dire, si je dois m'expliquer un peu, vous voyez, il y a une situation, comme l'a rappelé le Ganaro, qui a prévalu et qui a motivé un peu la prise de cette décision d'interdiction de l'importation. Les coûts, les produits étaient excessivement chers, les coûts ne pouvaient pas être maîtrisés, il y avait des fraudes au niveau de l'exportation, il n'y avait pas de contrôle, le mécanisme de contrôle était violé et tout. Et le gouvernement avait besoin, compte tenu de la morosité des grognes qui se faisaient persistantes à l'époque, de prendre une décision quand même pour que le panier de la ménagère, quand même les citoyens puissent avoir accès aux produits. Donc c'est ça qui a fait que l'interdiction avait été faite sur l'exploitation des produits. Mais aujourd'hui, comme cela s'est passé, il y a quand même une disponibilité au niveau de ces produits de première nécessité. Ce n'est pas tous les produits, ça il faut le dire, les produits de consommation de première nécessité. Vous voyez? Donc il n'y a que le gouvernement est dans sa logique de permettre à ce que quand même les produits soient disponibles pour le compte des citoyens. Les producteurs, eux, à la quête, bien évidemment, du gros client et autres. Parce que quand on vous propose évidemment le produit que vous vendez peut-être au plan local à 300 francs, si on prend le kilo de gari ailleurs, les gens vous proposent de le racheter à 350, eh bien le choix est vite fait. Mais le gouvernement, il faut comprendre que ce n'est pas. Donc je salue le sens de compréhension de ces producteurs-là. C'est vrai que c'est une situation qui a été juste temporaire. Aujourd'hui, ils ont le loisir, le privilège de réexporter leurs produits et qu'ils ne disent pas qu'ils ont perdu quelque chose, mais qu'ils ont le gouvernement était face à ces impératifs. Et c'est cela qu'il faut saluer. Quand on dit que le gouvernement se préoccupe du social, je ne sais pas de quel social on veut encore parler. Aujourd'hui, il y a les routes qui sont tracées à beaucoup d'endroits. Ça permet de faciliter les trous. Aujourd'hui, on peut solliciter à des services. Moi, j'ai par exemple un frère à moi qui, hier, dans la journée du vendredi, je vais dire, a sollicité le service de la requête par rapport à son acte certificat d'identification personnelle, les services de l'ANIM. Mais on était même au même endroit, on n'avait même pas quitté là. Une heure après, on lui a envoyé le résultat. Il a eu son acte dans sa boîte Gmail. Ailleurs, avant, si ce n'était pas du social, on allait faire des courses, aller peut-être faire le rang au niveau de Kadjerou, rentrer dans la queue, soudoyer des gens, se donner de l'argent sans avoir même la garantie d'avoir le service pour lequel il est en train de faire toutes ces tracasseries-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut saluer cette ambition du gouvernement, cette préoccupation de la condition des citoyens et c'est ce qui est à encourager. Dans le hautement social dont le chef de l'État a parlé au cours de son discours le 23 mai. Voilà, encore ça, que dans le budget de l'année prochaine, le projet de loi envoyé à l'Assemblée, il y a une grande part qui est réservée au social. Je pense que cela ne fait que renforcer ce qui est fait jusque-là. Et c'est pour le bonheur, bien entendu, des compatriotes, des citoyens. Oui, M. Dansou a des choses à ajouter. Je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme l'a dit le confrère, c'est le social partagé équitablement, s'il faut le dire. Si on peut le dire ainsi. Ce n'est plus le social où forcément il faut passer de porte en porte pour envoyer de nourriture aux gens. Mais d'une autre manière, on voit que le Béninois est soulagé. Et par exemple, la digitalisation des services dont a parlé le confrère, c'est une réalité. Et les pièces que délivre l'ANIP aujourd'hui, ça soulage les populations. J'ai lu une conversation dans un groupe WhatsApp dans la semaine où il y a une malcompréhension, c'est-à-dire des agents d'état civil qui tiennent toujours à légaliser les pièces dérivées par l'ANIP. Et il y avait une réponse d'un agent qui lui disait qu'on n'avait plus besoin il suffit de faire une photocopie simple d'une pièce déjà délivrée par l'ANIP. Et puis c'est fini. Vous voyez, c'est beaucoup pour les populations, n'importe qui se trouvant dans un coin du Bénin, pour aller à un concours, pour déposer des pièces, pour postuler à quelque chose.
on légalise, c'est beaucoup d'argent. On n'a pas besoin. C'est beaucoup d'argent. Voilà. Mais déjà, ça, c'est annulé. Il suffit de faire une simple photocopie parce que vous avez... Donc, c'est ce qui reste maintenant, surtout, il faut informer les populations sur ce qui se fait et pour que les populations soient au courant des réformes et qu'on puisse savoir ce qui se fait désormais. Et s'il y a même des agents de l'État qui ne maîtrisent pas ce qui se passe, je pense que l'ANIP aussi doit organiser des séances à l'intention des agents d'État civil dans les mairies et consorts et travailler en stricte collaboration, comme ce qui se fait déjà. Il y a des services de l'ANIP qui sont décentralisés dans beaucoup de mairies, dans beaucoup d'arrondissements à Cotonou. Je pense que davantage, ça doit se faire. Et pour que nous soyons informés au même degré. Je pense que c'est ce qu'il faut actuellement. Oui, M. Gandao. Oui, tout à fait, parce que quand on parle du social, beaucoup pensent qu'il faut forcément distribuer de l'argent et que dans chaque ménage, on puisse avoir beaucoup d'argent pour manger, parce que c'est comme ça, certains comprennent le panier de la ménagère, où il faut que tout le monde ait l'emploi, que dans la fonction publique, tous les diplômés puissent avoir une place. Non, ce n'est pas forcément ça le social, comme ils l'ont expliqué maintenant. Il faut communiquer et expliquer aux populations davantage ce qui se fait par le gouvernement. Parce que beaucoup de choses ont été réalisées lors du premier mandat. Voyez-vous, beaucoup de choses ont été réalisées. Et il y a des communes qui, bon, à raison, on fait la jalousie pour dire, mais écoutez, mais nous autres. Et le chef d'État a dit, écoutez, on ne peut pas tout faire à la fois. Mais nous restons dans la logique de la poursuite. Voyez-vous, déjà on a parlé tout à l'heure de la cité administrative. Ça a commencé, il s'agit d'Abomey-Calavi qui abrite ça. Ça veut dire que les autres communes également auront leur part. Ce ne serait plus comme le passé où, bon, le Mono, la Takura, par-ci, on se plaint, on dit non, bon, c'est les communes déshéritées, c'est les communes pauvres. Non, l'État est en train de faire, le gouvernement est en train de faire en sorte qu'il y ait cet équilibre un peu partout. Pour que les ressources là, lorsque le travail est fait, lorsque les ressources sont mobilisées, on puisse les investir et qu'il y ait de grands projets un peu partout, que chaque commune puisse, n'est-ce pas, vraiment aller vers le développement. Moi, je pense que c'est très important. Et comme on l'a souligné tout à l'heure, concernant les producteurs, voyez-vous, si ce n'est pas le passé, l'État, le gouvernement allait se lever. Mais certains invitent le gouvernement à veiller effectivement sur la présence, l'existence de ces produits sur le marché et surtout par rapport au coût de cession de ces produits pour qu'il n'y ait plus de situation. Je pense que cet encadrement-là est nécessaire. Et je veux compter sur l'engagement du gouvernement qui veillera justement à ce que les produits soient d'abord disponibles et que les prix soient suffisamment maîtrisés. Je pense que les mécanismes, le ministère du Commerce et la direction du commerce intérieur et d'autres directions qui sont impliquées dans ce dispositif de contrôle des prix, là, sont interpellés, ils verront à ce que ce soit fait. Et en parlant de l'aspect où certaines communes se plaignent que la part belle a été faite à d'autres et tout ça, je pense que si on doit être honnête, il n'y a pas cette commune-là aujourd'hui qui n'a été impactée d'une manière ou d'une autre par les projets réformes entreprises par le gouvernement. Aujourd'hui, quand on parle de construction des marchés, il y en a un certain nombre au plan national, mais Calavi ou on fait aujourd'hui cité administrative, il y a des communes qui n'ont pas été, on ne parle pas de construction de stades municipaux ou de stades communaux. Toutes les communes ne l'ont pas, mais on a ciblé. Des lycées agricoles. Voilà, des lycées agricoles, on a fait ça en fonction des activités qui sont menées dans chaque commune, en fonction on a pris quand même en compte certains aspects, certaines considérations qui participent de cette vision de développement du gouvernement-là. Donc, je pense que chacun, bientôt le projet Alphatage 2, ce n'est pas forcément les communes qui ont été impactées. Sont impatients de voir démarrer ce projet. Bien sûr, ce sera fait. Je pense que les études sont en cours et d'ailleurs très avancées. Et d'ici à là, le programme d'action du gouvernement sera officiellement lancé. Et je pense que le gouvernement a décliné ses actions pour le quinquennat 2021-2026. Très bien. Oui, Louche Gadaro, il y a aussi cette affaire, les 2,5 tonnes de cocaïne Serzi à Semekpodji. Il l'a fait sur son coup et ça vous a intéressé, vous nous avez dit. Tout à fait, ça m'a intéressé sur plusieurs aspects. Parce que je me suis dit, comme bien d'autres Béninois, c'est la preuve d'un gouvernement, n'est-ce pas, de la bonne foi d'un gouvernement et qui travaille et qui veut donner l'exemple. Parce que ce n'est pas une bonne image que de dire qu'un pays est une plaque tournante de la drogue. Et lorsque vous voyez des autorités, n'est-ce pas, s'efforcer de combattre ce trafic-là, n'est-ce pas, pour que ça n'ait pas droit de citer, on ne peut pas parler de plaque tournante de la drogue ici, jamais. Ailleurs, on a vu beaucoup plus. Le gouvernement ne protège pas ces trafiquants-là. Parce que c'est inimaginable que des autorités chargées de la sécurité travaillent. Voyez-vous la cargaison, c'est très important. C'est très important, 2,5 tonnes.
Et voyez la patience avec laquelle les autorités béninoises ont travaillé pour opérer cette saisie-là. Ils auraient pu agir dans la précipitation. Les produits se seraient distribués, la marchandise se serait, comment dirais-je, un peu partout. Ils auraient pu d'autres voies, par des voies détournées. Et là, on n'aurait pas pu saisir une cargaison aussi importante. Donc, un travail important a été fait. Il faut saluer vraiment ce travail stratégique que le gouvernement a fait pour pouvoir mettre la main sur cette importante saisie-là. C'est la première chose. Deuxième chose, mais écoutez, lorsque l'on entend certains, qu'ils soient de mauvaises intentions ou c'est de la manipulation pour dire que des autorités sont impliquées, des produits du pouvoir sont impliqués, ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui est impliqué dans un tel, il ne peut pas encore œuvrer pour qu'on puisse mettre la main sur de tels produits. S'il y a vraiment, si c'est le pouvoir est impliqué, c'est parce que ça fait des centaines de millions, des milliards pour ne pas dire des milliards, 2,6 tonnes de cocaïne. Mais comment peut-on dire que... C'est pur. Non, ça c'est du cocaïne pur. Que ce soit pur ou non, pas, ouais, c'est la ouais, cocaïne. En tout cas, voilà, c'est de la cocaïne. Nous, on n'a pas, on n'est pas des services de service. J'espère que vous avez compris. Prohibé, n'est-ce pas? Ce n'est pas autorisé. Le commerce de ce produit-là, c'est dangereux. Ça nous met dans l'insécurité. Et non seulement ça nous met dans l'insécurité, mais ça nous compromet également à d'autres niveaux. Là. Donc ce travail qui a été fait, on devrait saluer l'acte. Un gouvernement qui a travaillé et qui a rendu public cela, ça veut dire que le gouvernement reste dans la logique de poursuivre la bataille pour que ce commerce-là n'ait pas droit de citer au Bénin et ça fait du bien pour le pays. Très bien. Rewa Dansou, l'affaire en tout cas évolue, a pris d'autres tournures le vendredi dernier avec, je dirais, l'incinération de ces 2,5 tonnes. Et ça a déjà créé... Bien sûr, mais je pense que également le procureur en charge du dossier a mis des gens sous mandat de dépôt. Le dossier évolue. Comme on le dit, le dossier est déjà dans la main de la justice. Et on a vu des images un peu partout sur les réseaux sociaux que le produit saisi a été incinéré. Et nous avons vu. Je pense que la lutte qui se mène, c'est pour dire stop, que le Bénin ne peut pas être, je pense, le pays où on ne démantèle que des Pablo Escobar, où c'est de la drogue, on parle à tout moment. Je pense qu'un jour, ça doit cesser. Et que c'est le signal fort qui est en train d'être lancé et que le tribunal compétent est en train de faire son travail pour que celui qui est puni soit puni. Au-delà de ça, le reste du débat est politique et constitue la responsabilité au pouvoir ou bien plus là. Je pense que ceux qui sont en charge de dessus vont mener les enquêtes et que les responsabilités seront situées. Ce n'est pas la première fois qu'on découvre de la drogue ou bien des produits prohibés dans notre pays et ça se passe. Et en punissant les gens, des punitions sévères même, c'est pour dire que ce n'est pas bon. Parce que c'est l'image, après tout, c'est l'image de notre pays qui est en jeu. Nous allons à des sommets un peu partout. Nous allons négocier des financements. Il y a des partenaires qui vont vous dire, mais c'est ce que vous faites chez vous. Vous êtes des paresseux, vous ne travaillez pas. Nous ne sommes pas des paresseux chez nous. Nous travaillons et chacun joue son rôle. La justice joue son rôle. Nous jouons notre rôle. Le gouvernement joue son rôle. L'exécutif, que ce soit l'exécutif, que ce soit le contrôle de l'action gouvernementale, tout se fait normalement. Je pense que nous allons nous en sortir et le Bénin sera un pays développé. Le rêve que nous menons au quotidien. Très bien. Oui, Gabin, votre avis sur la question, déjà, avec ce dossier, les gens voulaient autre chose ou s'attendaient à autre chose. Oui, je pense qu'aujourd'hui encore, j'étais dans un cercle hier où on faisait des commentaires où certains disaient qu'ils ne sont pas sûrs que ce soit la quantité de cocaïne qui a été incinérée, que on peut pas, aucun gouvernement ne peut prendre le risque d'incinérer un produit qui peut rapporter près de 2000 milliards si on évalue un peu la quantité en termes de finances, tout ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement a suffisamment administré ou démontré sa préoccupation par rapport à cette lutte-là. Et il y a eu quand même beaucoup de saisies déjà. C'est vrai que la quantité qui a été arraisonnée récemment, ça interpelle. On parle de 2,5 tonnes, c'est important. C'est important. Vous imaginez, j'ai suivi le porte-parole du gouvernement sur vos plateaux il y a une semaine qui expliquait un peu comment cela a été fait.
Donc je trouve que au-delà du faux procès qu'on est en train de faire, des détracteurs qui pensent que des gens ont intérêt à, je ne sais pas ce qu'on recherche au Bénin finalement. Donc que le gouvernement cautionne ces genres d'activités comme protège des gens. On est allé jusqu'à incinérer des produits. Et dites-vous, ceux qui doutent aujourd'hui que ce soit exactement la quantité qui sont saluées, il y a au moins des personnes qui sont en prison dans ce dossier. Et ils ont leur avocat à qui il est loisible d'aller être sur le champ d'incinération, d'aller suivre la procédure dans l'intérêt de leurs clients pour voir si effectivement l'expertise commanditée, c'est effectivement de la cocaïne dont il s'agit. Donc je pense que c'est des débats pour distraire et autres là. Aucun pays ne peut accepter, aucun pays responsable, je veux dire, ne peut accepter d'être traité comme une plaque tournante de la drogue, ce qui fera fuir les investisseurs, ce sera vraiment du n'importe quoi. Très bien. Oui, allez-y. Oui, un gouvernement qui a quand même pris le risque de prendre des gens de condamner déjà beaucoup de personnes dans ce dossier. Ça continue de susciter des... Je sais que c'est une affaire assez sensible où des gens sont en train de guetter le gouvernement pour dire s'il y a intérêt à ci. Je pense que Talon et son gouvernement ont démontré le caractère totalement objectif du combat qu'ils mènent contre la corruption. Et normalement, on doit se réjouir de cela. L'autre question que les gens se posent par rapport à cette affaire, on a incinéré ce produit, on les a brûlés, mais l'affaire est déjà en cours. Mais comment est-ce que ça serait possible? Mais le procureur en charge du dossier l'a expliqué aux journalistes que ça ne suspend pas le cours normal du dossier. Oui, c'est la procédure. Il n'y a pas une disposition de la loi qui l'interdit pour dire que ça soit avant ou après ou au milieu. L'essentiel est que le produit est détruit. Si, au niveau de la loi, n'est-ce pas, ça ne devrait pas le faire comme ça. Ceux qui parlent de vice de procédure, ceci, cela, lorsqu'on le dit, il faut le dire en fonction d'une disposition de la loi qui l'interdit. Mais si tout est fait, il n'y a pas une disposition de la loi qui l'interdit, je crois que cela soit incinéré, détruit avant, après ou au beau milieu quelque part. L'essentiel est que le produit a été détruit. Le Bénin n'est pas là pour commercialiser de la cocaïne. Qu'est-ce qu'on va en faire? Encore que la quantité est très importante et poserait beaucoup de problèmes parce que le temps qu'on a mis avec les forces de l'ordre qui devraient s'en charger, surveiller tout ça là, ce n'est pas facile. Voyez-vous cette quantité-là? Donc il vaut mieux s'en débarrasser pour que ça ne soit pas encore... Quelqu'un ne passe pas derrière la nuit pour aller voler un peu, pensant que c'est du gari à délayer. Si c'était possible. Donc je pense qu'on devrait taire la polémique parce que je ne sais pas si pour certains, ce qu'ils veulent, puis ceux qui parlent de déballage, que ce n'est pas le moment indiqué, tout ça là, je ne sais pas si le mieux pour le Bénin ou le gouvernement, c'est de garder le silence ou de ne pas du tout, ou être inactif ou passif. Ce n'est pas possible. Qu'on dise qu'il y a de la drogue qui circule ici, qu'on arrête et que c'est conformément à ce qui doit faire aussi une procédure, mais c'est ce qui est normal. Et qu'à la face du monde, nous montrions que ça ne doit pas se passer ici. Je pense que c'est ce qui est normal. Contrairement à ceux qui pensent qu'on ne doit pas en parler, ou si on en parle trop, ou si on arrête aujourd'hui, demain on arrête encore, on fait des saisies demain, ça prouve que le Bénin est une plateforme. Non, c'est faux. C'est le contraire qui est même mauvais. Donc le gouvernement a mieux fait de combattre et de poursuivre la lutte pour dissuader ceux qui pensent encore qu'ils peuvent faire du Bénin une plaque au nom de la drogue. Je pense que c'est une action à saluer. Voilà, nous allons évoluer, Gabé. Il y a autre sujet qui vous a intéressé. En tout cas, il s'agit des démissions des partis politiques. Vous voulez en parler? Oui, c'est devenu récurrent depuis quelque temps. Je ne sais pas s'il faut parler de reconfiguration de la classe politique. Toujours est-il que le code, la charte des partis politiques n'est pas parvenu à régler véritablement cette question-là. Aujourd'hui, on sent qu'il y a beaucoup, surtout au lendemain des élections, dans la perspective d'un autre scrutin, il y a ces démissions auxquelles on assiste qui interpellent. On a vu au niveau de certaines formations politiques, notamment Mouel Bénin et parti FCBE, qui font beaucoup parler d'eux, ces partis-là, ces derniers temps. On a vu avec la démission qui a eu lieu ces 2 dernières semaines, notamment au niveau des forces courriers, on a vu déjà une vague de conseillers et communaux du septentrion de France qui ont déposé leur démission. Il y a le coordonnateur de la 6e circonscription électorale, Rémi Agossou et les siens qui ont déposé le tablier. Et récemment, le docteur Clément Kouchadé. On se demande véritablement qu'est-ce qui se passe au sein de ces formations politiques. Jacques Ayadi également a subi une vague de démission, même si les instances supérieures du parti sont venus démentir tout ça. Les démissions
ils doivent se poser la question, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette formation politique? C'est vrai que l'UP et le BR aussi ne sont pas à l'abri de cette vague de démission, mais on se demande des partis quand même qui ont eu des élus, qui ont totalement le côté au niveau des citoyens, qui ont le vent en poupe. Qu'est-ce qui se passe au sein de cette formation politique-là? Surtout quand on quitte par exemple le FCBE pour rejoindre MPL, qui, depuis l'avènement du système partisan, n'est pas parvenu à se présenter à un scrutin. On se demande véritablement qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. Est-ce que c'est toujours les calculs politiques qui guident cette démission-là? Que les responsables de ces partis-là viennent s'expliquer. Surtout que Clément Kouchadé, lui, a laissé une lettre à bonne et due forme. Il a émis des récriminations contre le management qui est fait à la tête du parti. Il serait bien que le secrétaire exécutif national, Paul Hunkwe, ou d'autres de ce parti-là viennent s'expliquer. Un parti qui a quand même eu le privilège d'avoir en son sein celui qui est aujourd'hui le chef de file de l'opposition, qui apparemment a un statut plus ou moins confortable parce qu'il y a des élus dans certaines communes. Pourquoi est-ce que, au sein de ce parti-là, il y a ces problèmes-là qui se posent? Je pense que c'est le moment. Quand on sait que Paul Hunkwe envisage de fédérer l'opposition dans un creuset, de réaliser un creuset quand même où l'opposition pourra porter ses idéaux. Si déjà en son propre sein il y a de ces genres de problèmes-là, je pense que ce sera difficile de réaliser cette ambition. Très bien, oui. Je pense que ce n'est pas extraordinaire ce qui se passe. C'est le cours normal des choses. C'est le nouveau système partisan qui est à l'épreuve de la maturité. Les jours passent et nous évoluons. Il faudrait quand même que des éléments, des choses se passent pour qu'on voit ce qu'il faut corriger. La loi est là, on va toujours, avec les épreuves, avec tout ce qui se passe là, on peut réajuster des articles dans les textes que nous avons. Vous savez, il y a quelques instants, c'est Mouel Bénin. On peut se hasarder même à classer les partis selon les démissions qu'on a. Mouel Bénin a battu le record des démissions avec, après lui, c'est le Bloc républicain. Pas le Bloc républicain, peut-être c'est FCBE. Et l'Union progressiste qui est... peut-être c'est le vieux qui est à la tête de ce parti-là qui fait que... Le baobab plutôt. Peut-être c'est ça qui fait vraiment que ce parti tient un peu par rapport aux autres, etc. Parlons de ces partis qui sont plus ou moins représentatifs. Il y a l'UDBN également, même si ces partis n'ont pas d'élus avec le nouveau système partisan. Je pense que c'est dans l'ordre normal des choses que ça se passe ainsi. Dernièrement, c'est Clément Kouchadé qui a quitté son parti FCBE. Il a évoqué les raisons. C'est les choses qui se passent dans tous les partis. Et c'est pourquoi la carrure de celui qui est à la tête, c'est pourquoi j'ai parlé de Amoussou Bruno tout à l'heure, de la carrure de celui qui est à la tête du parti compte beaucoup. Il faut que vous ayez un parcours. Il faut que, lorsque vous parlez, et comme on le dit chez moi, que votre voiture, c'est-à-dire que vous avez compris, c'est comme ça on le dit chez nous. S'il y a des gens comme ça qui ont le charisme, qui peuvent faire l'affaire à la tête des partis, ça peut toujours aller. Donc c'est pourquoi il n'y a pas de génération spontanée. Il ne faut pas dire à un moment donné que nous voulons la jeunesse et qu'on écarte tout le monde et puis on dit mais on finit avec les anciens. Non. On a toujours besoin des anciens, on a toujours besoin de ceux-là qui ont l'expérience, parce que en toute chose, l'expérience compte beaucoup. Celui qui a déjà vu le lion, c'est différent de celui qui voit le lion à la télé. Donc, il y a l'expérience qui compte en tout. Et donc, les partis sont à l'épreuve de la maturité. Le nouveau système partisan est à l'épreuve de la maturité. Et avec les événements, on peut toujours réajuster les tests pour corriger ce qui va. Parce que nous ne sommes pas à l'étape où les choses sont actuellement. Ce n'est pas encore ça la vie des partis politiques. Très bien. Oui, je suis tout à fait de cet avis-là, que les partis sont à l'épreuve de la maturité. Et avec la réforme du système partisan, c'est une nouvelle expérience. Nous ne devons pas être pour autant scandalisés, n'est-ce pas? Nous sommes à l'épreuve de la maturité, comme l'a souligné tout à l'heure M. Dansou. N'espérons pas le parfait, d'accord? Nous évoluons avec l'expérience. Il y aura certainement des succès, il y aura certainement des insuffisances, des limites. Et chemin faisant, nous saurons corriger tout cela. De toute façon, ce qui est clair et sûr, ce sont les législatives de 2023 qui s'annoncent déjà. Et moi, j'ai toujours dit une chose. Et tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons cité certains partis tout à l'heure.
ainsi que dans un parti, il arrive que la gestion ne soit pas démocratique. Ceux qui parlent parfois de gestion opaque, solitaire, ceci, cela, ça peut arriver. C'est une hypothèse. Je ne dis pas forcément aujourd'hui que toute la faute revient à ces chefs de parti-là, que ce soit FCBE, le BR ou Moël Bénin. Je ne veux pas leur faire ce procès-là. Mais on peut rester aussi dans cette hypothèse-là. Quelqu'un qui est membre d'un parti, si le parti est mal géré, s'il n'y a pas la démocratie, si le parti n'est pas démocratiquement géré, si tout va mal, est-ce qu'il est forcé, il doit rester? Est-ce qu'il faut qu'il reste pour dire non, bon, pour éviter que il y ait des commentaires, il y ait ceci, cela, même si ça ne va pas, il faut y rester. C'est vrai aussi que la seule solution n'est pas la démission. Mais si ça dégénère, ça pourrit jusqu'à un niveau où vraiment, c'est plus possible de rester. Est-ce qu'il faut qu'il reste forcément? D'accord, c'est une interrogation. Ensuite, écoutez, on ne peut pas également écarter les problèmes d'intérêt politique. Lorsqu'on se rend compte que, les démissions, certains démissionnaires, c'est parce que peut-être on a demandé des propositions pour être nommé préfet ou ceci, cela au gouvernement. Le chef de parti propose quelqu'un d'autre qui a dit que, écoutez, avec tout ce que moi j'ai fait jusque-là, tout ce qu'on a fait, je suis plus ancien, je me suis beaucoup plus battu. C'est l'autre qui le propose. Ça également, je suis d'accord avec Gabin qui dit qu'il y a les calculs politiques et les problèmes d'intérêt. C'est également une hypothèse. C'est pourquoi il dit que tout le monde est coupable. Ne jetons pas la pierre aux démissionnaires, ne jetons pas la pierre également au chef de parti. Très bien. Mais le verre est dans le fruit et je crois que les expériences, nous ne devons pas être scandalisés. Certainement que chemin faisant, ça va se corriger. Très bien. Nous n'allons pas partir sans évoquer bel et bien l'actualité sportive du jour. Il y a cette rencontre entre le Bénin et la Tanzanie. C'est dans quelques heures. Oui, avec d'autres situations qui se sont présentées à l'équipe, mais qui restent toujours compactes, prêtes à faire le combat. On va espérer que les nôtres puissent l'emporter, que la situation qui s'est produite hier, l'incident lié à notre joueur international béninois, Jodel Dossou, n'influence pas, n'entame pas le moral de l'équipe. Il faut penser que ça pourra entamer... c'est possible. Vous savez, nous sommes en football, il faut avoir... Ça se gagne déjà d'abord dans la tête avant de se gagner sur le terrain. Donc je vais espérer que, peut-être beaucoup auraient voulu, l'entraîneur même, en révélant cette affaire-là hier, au cours de sa conférence de presse, a dit que c'est à contre-cœur qu'il est obligé de prendre cette décision-là. Et c'est le moment de dire à nos poulains qu'être international, avoir aujourd'hui réalisé des performances, avoir l'admiration ou bien le soutien des supporters ne vous ouvre pas droit à faire ce que vous voulez. Vous voyez, je pense que c'est regrettable. On ne va pas trop remuer le couteau dans la plaie. L'essentiel, c'est le match qui aura lieu tout à l'heure. On leur souhaite tout le meilleur, de faire plaisir à notre public, de faire plaisir à la nation, ce qui fera très vite oublier cet incident qui s'est produit hier. Et aussi, les nôtres, moi je sais qu'ils vont gagner, j'y crois fermement. Ils ont une longueur d'avance sur l'équipe, s'ils sont allés jusqu'à Dar es Salaam gagner, je pense qu'il n'est pas... C'est totalement... impensable. Ils réalisent cet exploit-là, ils sont incapables de rééditer l'exploit chez eux. Ce serait vraiment un faux calcul. Et souvent, ce qui nous conforte un peu dans notre analyse, dans notre posture de vainqueur, c'est que sur nos propres installations, c'est quand même difficile de nous gagner aussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On va gagner ce match-là. Pas 2-0 au moins. Très bien. Oui, Grégoire Dansou. Merci beaucoup. Je pense que les mannes de nos ancêtres et Dieu ne permettront pas que nous soyons battus sur nos propres installations. Ça là, c'est déjà important qu'il faut prier pour ça et que ça n'arrivera pas. Dieu ne permettra même pas ça. Et ne permettra peut-être pas non plus un match nul. Bon, que nous restons toujours à la tête du groupe. C'est notre grande prière et avec beaucoup de points, c'est très important. Ce que nous devons dire par rapport au côté technique, je pense qu'il y a eu un incident avec beaucoup de versions et quel que soit Alpha, il y a eu un problème, il y a eu sanction. Je pense que, comme l'entraîneur l'a dit, il a fait à contre-cœur, mais à des moments donnés, il faut taper ainsi pour montrer que
Il doit avoir de la discipline dans le groupe. Et comme l'a dit le confrère, quand on devient star, ce n'est pas pour être impoli. Ce n'est pas parce que tout le monde vous admire que vous devenez récalcitrant. Ce n'est pas ça. Et lorsqu'à des moments donnés, peut-être à son arrivée même, comme on l'a dit, il aurait pu se confondre en excuses que ça n'aurait pas arrivé. Et que peut-être parce qu'il a mal parlé quand on l'a... Ça allait se gérer. Ça allait se gérer. Comme peut-être ça se faisait d'habitude. Et que c'est parce que ça a débordé que l'entraîneur a dit non. Tapons du poing sur la table pour montrer que non, ça ne se fait pas comme ça. Je pense que c'est tout un cursus, c'est un parcours qui vous a amené là et vous êtes devenu aujourd'hui star et vous pensez que... Je pense que l'ascension, c'est un exemple pour tout le monde, pour tout le reste, pour tout le staff. Là où ça doit agir positivement, c'est que l'équipe qui va au front doit dire, nous avons eu un événement, nous devons gagner pour montrer qu'il y a quelque chose. Et l'équipe adverse peut dire peut-être, ils ont été fragilisés, et ça les met dans une posture de on peut gagner et là nous on passe. Je pense que c'est ce qui va se passer. Oui, je loge Gandaro. Allez les écureuils, la victoire est à nous. Allez les écureuils. Très bien. La victoire est à nous. Très bien. Parce que vous savez, nous, il n'y a pas de joueur indispensable. N'est-ce pas? Ça peut arriver que Jodel de Souci, il était blessé. Et il n'a pas aujourd'hui la forme physique qu'il faut. Je crois que nous n'allons pas commencer, nous n'allons pas pleurnicher et dire que c'est fini, nous avons échoué. Il arrive que les clubs ne leur donnent pas l'autorisation. Ça peut arriver. Des fois, même, ce n'est pas un seul joueur. Des fois, c'est plusieurs joueurs. Des joueurs vraiment qui sont dans un axe ça peut aller même à 4 joueurs. À 4 joueurs, 5 joueurs. Et pourtant, l'équipe ou les responsables ne diront pas, puisqu'il y a 4 joueurs qui ne sont pas venus, nous n'allons pas jouer. Donc, on essaie toujours de faire l'équilibre qu'il faut et on se donne le moral pour aller au front. Donc, moi, je pense que le cas de Jodel, c'est un cas qui doit servir d'exemple. Dans la mesure où, moi, je dis, je suis d'accord pour toutes les réactions. Ceux qui n'ont pas approuvé, ceux qui approuvent, toutes les réactions sont bonnes. Dans la mesure où certains, la fibre patriotique, agissant, on se dit, mais vraiment, c'est un bon joueur, c'est un match stratégique, c'est un match décisif, il faut qu'il soit là. D'accord, mais la discipline également. Dans la mesure où ce qui a été fait par l'entraîneur, c'est une mesure forte, c'est une décision forte, et pour dissuader les autres pour qu'à l'avenir, cela ne se produise plus. Donc, merci. Restons ensemble et puis évoluons et disons aux écureuils, allez-y, vous allez gagner. Très bien. Merci à vous, chers confrères. Grégoire Dansou, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Grand Quotidien. Merci d'être venu ce dimanche. Merci à vous. Gabin Goubilly, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Eloge Gandaro, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Merci à vous tous, vous qui nous avez suivis. Merci.